Ouais les gars, aujourd'hui on va réagir à la nouvelle vidéo La mort des backrooms. On espère qu'elle va pas être supprimée comme l'ancienne vidéo de Feldup. En tout cas, du coup ça va être la fin des backrooms. 1h15, c'est quand même pas mal, même s'il a dit que ça va être une petite vidéo sur les backrooms. 1h15 quand même frérot. Bon, Bonjour à du coup tous, on va avant de commencer, hein. commencer la vidéo, je fais une petite annonce. Je suis actuellement en tournée dans toute la France avec mon groupe de musique. Il reste beaucoup de place pour nos concerts à Angers le 28 mars et à Mont de... Attends, je vais avancer un peu. Je vous arrive bientôt tourner, ne seront... Bonne vidéo. Force à ta tournée frérot. Commentaire qui a profond. Il y a presque 6 ans sur 4chan, quelqu'un a posté un commentaire qui a profondément marqué Internet. Si vous ne faites pas attention et que vous traversez la réalité au mauvais endroit, vous finirez dans les backrooms, où il n'y a rien d'autre que la puanteur des vieux tapis humides, l'enfer du jaune monochrome, le bruit incessant des lumières fluorescentes au maximum de leur bourdonnement, et approximativement 1,5 milliard de kilomètres carrés de pièces vides aléatoirement segmentées pour vous y piéger. Dieu vous aide si vous entendez quelque chose errant près de vous, parce qu'il est certain que ça vous a entendu aussi. Mais bon, ça, vous le savez déjà. Il a fait combien? Attends, il a fait combien? Deux, trois vidéos sur le sujet. Je pense que les deux, trois vidéos, c'était magnifique, hein. Vous connaissez les backrooms, je pense. Parce que si c'est pas le cas, sincèrement vous avez raté un truc ces 5 dernières années. Mais en tout cas, cette vidéo elle est faite pour être regardée à peu près par n'importe qui. Cet univers, il y a 5 ans, il a retourné Internet. Et aujourd'hui, pour certaines personnes, c'est bon. Il y a eu une surcharge. On a bouffé des backrooms dans toutes les formes possibles et inimaginables pendant 5 ans, et personnellement, je trouve toujours que l'idée de base de l'univers des backrooms, c'est une idée géniale. Cette idée d'un espace alternatif, où on accède systématiquement par erreur, ces espaces vaguement familiers, cette image parfaitement entre le neutre et l'inquiétant, dont le texte ne te fait penser qu'une seule chose, qu'est-ce qui se cache derrière les murs? Je trouve Mais il a dit aussi, il a trouvé l'endroit de base où la photo a été prise. Moi, c'est ça le truc que j'ai envie de savoir. et Vraiment, l'inquiétant, d'où elle a été prise. dont le texte ne te fait penser qu'une seule chose, qu'est-ce qui se cache derrière les murs entre le neutre et l'inquiétant, dont le texte ne te fait penser qu'une seule chose, qu'est-ce qui se cache derrière les murs. Je trouvais la base des backrooms, l'idée du début, incroyable. Et au cours de la chaîne, on a pu observer un peu l'émergence de l'une des creepypastas les plus importantes d'Internet. C'était pas arrivé depuis très longtemps qu'un concept horrifique d'Internet dépasse Internet, mais c'est bel et bien arrivé, et ce pour le meilleur et pour le pire. Et pour certaines personnes, ça a surtout été pour le pire. Cette vidéo à la base devait être beaucoup plus longue et surtout beaucoup plus flippante. Mais je pense que la meilleure manière de parler une bonne dernière fois des backrooms en général sur la chaîne, c'est pas de faire une vidéo horreur. Le concept il est vieux et essayer de vous faire peur avec, ça va pas forcément marcher. Vous inquiétez pas, si vous voulez de l'horreur, il y a quand même une partie de la vidéo qui va être particulièrement sympa quand on va reparler un peu d'un petit créateur intéressant. Donc si vous êtes ici pour une vidéo qui fait peur, mais genre seulement ça, bah vous allez peu avoir ça. Je vais pas faire un focus horreur ici. Non. Ici, on va plutôt revenir en arrière et essayer d'analyser un peu le même. Essayer de comprendre comment c'est arrivé, comment les backrooms sont apparus, qui a été responsable de cette apparition, qui a été responsable de son explosion majeure. On va parler ensuite de son exploitation, on va parler un peu du n'importe quoi qui a suivi, puis on va finir en posant une question qui fâche. Est-ce que les backrooms sont mortes? Est-ce que c'est la fin? Est-ce que cet univers que j'ai trouvé si cool et pertinent à une époque, est-ce que c'est encore intéressant? Vous allez voir également un truc. Analyser le développement d'un tel univers et comment Internet l'a traité, c'est hyper intéressant. Car Internet fonctionne en réalité de manière très cyclique. Le développement des backrooms était prévisible et ce depuis le début. Et je vais vous en parler à la fin de la vidéo. En fait, c'est... Bon, je donne mon avis, c'est quand même une vidéo réaction, mais vraiment, je crois que c'est overdose là de fou depuis environ 5 ans sur les backrooms. Là, les gens l'ont trop utilisé, ils ont fait des maps, ils ont trop utilisé le fait. Mais vraiment, pour moi aussi, les backrooms, ils sont morts, hein. On arrivera à la conclusion. Mais avant de commencer, évidemment, je vous conseille de regarder ma première vidéo sur les backrooms, ainsi que la deuxième, même si la deuxième est moins importante en réalité. Cette vidéo n'est pas vraiment une suite de ces vidéos, mais si vous ne connaissez pas les backrooms, si vous ne connaissez pas les différentes formes compris les backrooms, on va pas vraiment s'attarder très longtemps sur certains points, et du coup ça va paraître peut-être être un enchaînement de concepts. Cette vidéo elle est faite pour les gens qui connaissent un peu l'univers déjà, même si je pense qu'une personne attentive qui ne connaît rien des backrooms pourrait quand même à peu près comprendre ce dont je vais parler. Bref, finissons cette introduction qui est interminable. Voici les backrooms, et ce pour une des dernières fois de l'histoire de ma chaîne. Une des dernières fois? On va sûrement analyser les dernières vidéos de KMPixel, parce qu'il y en a sorti d'autres.
Tout commence en 2015. Ouais, beaucoup plus loin que prévu. En 2015, sur Tumblr, un compte poste le 28 octobre cette image. Cette image, elle est mythique sur internet. Elle est bizarre, elle est photographiée de manière étrange, on se demande qu'est-ce que ce type fout là, on se demande pourquoi la photo est prise, le lieu est insalubre. Bref, cette image est drôle, elle met à l'époque un peu mal à l'aise, c'est une photo qui ne fait pas forcément peur, qui ne fait pas forcément rire, mais qui te laisse une impression profondément pas neutre. Et cette photo, elle est surtout très importante parce que le profil Tumblr qui l'a posté, c'est un profil qui s'appelle Cursed Images. Cette image est maudite. Et c'est le point de départ du mème Cursed, dont vous avez probablement entendu parler si vous utilisez régulièrement Internet. Les images Cursed ne sont pas maudites dans le sens strict du terme. C'est des images qui déstabilisent, qui parfois deviennent marquantes principalement quand on annonce qu'elles sont maudites. Elles ont souvent une atmosphère homemade, elles sont de mauvaise qualité et te font te poser une question. Qu'est-ce qui se passe? Ou encore, pourquoi cette photo a été prise? C'est difficile de quantifier exactement ce qui fait qu'une image est cursed, mais il y a surtout ce côté très fait maison dans ces images, un peu un côté voyeuriste. Souvent une image cursed va utiliser un flash, ou alors tout simplement avoir une image de mauvaise qualité. L'esthétique cursed en 2015, elle n'était pas encore prédominante, mais des tonnes de gens vont voir du potentiel dans cette esthétique qui mettait un nom sur un mélange entre humour internet, esthétique do-it-yourself, vallée de l'étrange, nostalgie et solitude, qui allait devenir hyper importante dans l'humour ironique des mèmes des années à venir. Cette esthétique, elle va grandir, vite. En 2016, il y a un compte Twitter à succès qui va poster des images cursed, puis des slideshows sur YouTube vont apparaître, systématiquement associés à une musique inquiétante, et qui semblent utiliser 95% du temps les images qui provenaient de ce compte Twitter. C'est quand la montée de cette esthétique était à son paroxysme que le 21 avril 2018, quelqu'un va créer un thread sur le board paranormal de 4chan. Sauf que sur 4chan, tout est anonyme, donc on ne sait pas qui a créé ce thread ni qui a répondu, mais il s'agit d'un thread demandant aux utilisateurs du site de partager leurs images cursed préférées. Je vous déconseille d'aller sur l'archive du thread car dans la bonne tradition de merde de ce site, quelqu'un s'est amusé à mettre un cadavre dans les images, donc voilà. Mais au milieu des réponses, on trouve un post qui est passé complètement inaperçu. Quelqu'un qui poste cette image. Et c'est la plus vieille archive de l'image qui a démarré le mythe des backrooms qu'on peut trouver sur internet. Pour l'instant. On n'est pas encore à la fin de la vidéo. Et sur le moment, cette image qui allait devenir mythique un an seulement après, elle passe complètement inaperçue. Il est probable que quelqu'un l'ait enregistré en se baladant sur le thread, mais personne ne réagit. En fait, il fallait attendre un petit mois que quelqu'un lance sans s'en rendre compte la deuxième pièce du puzzle qui allait mettre en place le terrain propice à l'apparition des backrooms. Le 21 mai 2018, un utilisateur Twitter appelé River Caferata, qui a maintenant supprimé son compte, répond à un tweet d'un autre utilisateur indisponible et cet utilisateur en question, il est en privé. Donc voilà, disons que j'ai pas trouvé vraiment l'archive de cette discussion. Mais tout ce qu'on a, c'est une screenshot d'un de ses tweets, qui a fait un peu de bruit sur le moment. Une définition du concept d'espace liminal. On appelle ça des espaces liminaux. Et ils te donnent cette impression étrange car tu n'es pas censé passer du temps à l'intérieur d'eux. Mais ce sont des espaces de transition où des choses arrivent avant et après eux. Sans savoir, ce message, il a un an d'avance. Car les espaces liminaux, c'est-à-dire ces lieux nostalgiques dans des images de mauvaise qualité, prises avec des caméras d'un autre temps, ces images crues qui s'inspirent clairement de l'esthétique cursed, elles allaient devenir prédominantes sur internet et surtout elles allaient complètement bouffer l'autre esthétique. Le 14 mars 2019, la première image iconique d'espace liminal va être postée sur Twitter par l'utilisateur Zerstoerer, qui va poster une image de l'intérieur de l'Holiday Inn Express près de l'aéroport Heathrow à Londres, en décrivant l'endroit comme ayant une architecture oppressante et cauchemardesque. Voilà la photo. Beaucoup d'entre vous la reconnaissent. Elle est différente des autres images cursed. C'est l'endroit qui fait peur, ainsi que la manière de le photographier. Le lieu a l'air hors du monde, entre deux états, un lieu d'habitude qui serait rempli mais qui ici ne l'est pas. L'architecture est bizarre et difficile à déchiffrer. Beaucoup d'entre vous ne savent pas, par exemple, que ça, c'est un toit. La structure est en fait en intérieur, comme le... On dirait un hôpital psychiatrique. Vraiment, c'est fait tellement bizarrement, c'est trop Pas, bizarre. par exemple, que ça, c'est un toit. On dirait même pas c'est réel en plus. La structure est en fait en intérieur, comme le montrent des vidéos de gens qui s'y rendent lorsqu'il y a plus de monde. L'image elle est évocatrice et quelques gens se mettent à ressortir le terme espace liminal pour la décrire. À partir de ce tweet, sur YouTube, il va se passer quelque chose d'intéressant. Des gens vont recommencer à faire des slideshows d'images, mais cette fois-ci avec des images d'espaces liminaux, mais sans les appeler comme ça. À l'époque, ils les décrivaient plutôt comme des lieux paraissant familiers, mais dans lesquels personne ne s'est rendu.
Ces montages nostalgiques et troublants sur fond de musique montraient en réalité exclusivement des espaces liminaux. Mais pour l'instant, le terme n'avait pas été répandu. Et au milieu de cet engouement, il y a un thread sur 4chan qui va à nouveau être créé sur le board paranormal. Et ce post, dédié à partager des images troublantes, un peu cursed, un peu étranges, et mettant mal à l'aise, utilisait comme première image celle-ci. Cette fois-ci, elle n'est pas passée inaperçue. Les gens vont poster plusieurs réponses, chacun apportant leurs images, puis quelqu'un va citer la première image et demander « C'est quoi cette image ?» Et une réponse à ce message va lancer à lui seul l'un des plus gros phénomènes horreur de l'histoire d'Internet. Et ce commentaire, c'est celui que je vous ai lu au tout début de la vidéo. C'est à ce moment-là que les backrooms ont été créés. Et là, ça va aller assez vite. Quelque temps après, quelqu'un va screenshotter ce commentaire, le coller à la première image, le partager sur le subreddit GreenText, partageant des commentaires trouvés sur 4chan, parfois drôles ou parfois un peu bizarres, et le post sur Reddit va prendre de l'ampleur. Dans les jours qui vont suivre, des gens vont se mettre à faire des montages sur Twitter, et à ce moment-là, la machine était lancée. L'idée d'un endroit gigantesque dans lequel on tombe par erreur, utilisant plusieurs esthétiques en pleine expansion, le concept s'apparentant à de l'horreur psychologique qui commençait à se répandre comme le genre d'horreur en vogue sur Internet, tout ça, ça a beaucoup résonné avec les gens, l'image et l'idée. Tout ça, c'était parfait. Et il arrivait pile au bon moment. Un truc comme ça, avec toutes les pièces que je vous ai données, ça arrive pas par hasard en réalité. Les pièces du puzzle étaient déjà là, et si ce commentaire n'était pas arrivé, quelqu'un d'autre l'aurait fait quelques temps après. Par contre, on a eu de la chance que ce commentaire soit aussi iconique, et qu'il trouve directement un nom à cet endroit. Les backrooms, les arrière-salles. C'est une très bonne idée. Et là, il va y avoir une réaction en chaîne, qui s'est opérée au cours des mois suivants. D'abord, les backrooms vont se répandre. Les gens vont aimer l'idée et les gens vont chercher des tonnes d'autres images qui font penser à la première pour diversifier les images utilisées pour décrire le lieu. Et les gens vont remixer l'histoire en donnant leur version de l'univers, en donnant leurs histoires. On est dans la période première de la creepypasta des backrooms et à l'époque, il n'en existait qu'un modèle. On va voir plusieurs modèles de cet univers dans cette vidéo, c'est-à-dire des versions de cet univers, des manières de l'entrevoir, des manières dont il peut fonctionner. Et à chaque fois qu'un modèle des backrooms va devenir le modèle le plus populaire, ça va en réalité faire écho à l'étape dans laquelle on est dans l'expansion du mythe des backrooms. Ici, on est dans les premières étapes primitives du mythe. Donc le premier modèle des backrooms, c'est le modèle le plus primitif, le modèle classique. Ce modèle est simple, il n'y a personne dans les backrooms, à part vous. Vous y êtes bloqué et la peur du lieu vient du bruit incessant des lumières et de la perte complète de repères, la répétitivité des lieux. À ce moment-là, les backrooms sont un phénomène de niche, et son expansion vient en même temps que l'expansion de l'esthétique liminale. Mais dans la niche horreur internet, celle dont je parle dans mes vidéos, c'est déjà très populaire. Et c'est à ce moment-là, du coup, que les choses vont se compliquer. Quand tu donnes à internet un concept nouveau, avec une imagerie nouvelle, avec des idées nouvelles, et une esthétique dont on comprend à peine comment fonctionnent les mécaniques, qu'est-ce qu'internet fait ? Il fait ce qu'il connaît déjà. À peine 5 jours après l'arrivée du concept des backrooms, cette image va commencer à tourner. Elle a été créée par Endermitten, une utilisatrice de DeviantArt et de Reddit qui opérait sous différents pseudonymes. Il semblerait que cette personne ait été la première personne à penser à l'idée de séparer les backrooms en différents étages. Le premier, l'étage 0, étant cette série de bureaux aléatoires où vous ne croisez presque aucune entité malfaisante. Au bout de quelques jours à errer, vous pouviez tomber sans le savoir dans une version plus sombre de ce premier étage. L'étage 1, où les lumières agissent de manière imprévisible et où des entités malfaisantes difformes vous pourchassent quand vous êtes dans l'obscurité. Et enfin, l'étage 2, extrêmement hostile, serait une série de tunnels de maintenance avec des tuyaux bruyants et imprévisibles. Sur le moment, l'idée fonctionne trop bien. Les gens adorent cette idée et ça permet tellement de diversifier le concept des backrooms, sauf que ça va diviser les gens. Très tôt dans la création des backrooms par la communauté, il y a des opinions divergentes qui vont apparaître. Il va y avoir un groupe qui préférait le concept de base, un autre qui va aimer l'idée de la présence de 2-3 étages en plus à peine explorés, et il y a des gens un peu chaotiques qui vont créer des wikis, notamment un wiki fandom en juin 2019, et qui vont trouver que 3 étages, c'était pas assez. Et qu'il y avait également plein d'images liminales qui apparaissaient un peu partout, et qui les inspirait pas mal. Ainsi, on va avoir l'originale division en 3 modèles des backrooms. Le modèle classique, le modèle 3 étages et le modèle 3+. Littéralement, plus de 3 étages. Et ce modèle-là, il va exploser. Le modèle
modèle 3+, il a une différence majeure par rapport au modèle 3 étages. Le modèle 3 étages, c'est un nom un peu bâtard. C'est pas vraiment un modèle qui est composé de 3 étages, mais c'est plus un modèle qui s'écrivait sur les subreddits à l'époque, au tout début des backrooms. Il s'écrivait à travers des courts textes d'explorateurs, et sa différence avec le modèle 3+, c'est qu'il est très peu documenté. Il n'est documenté en général que par une seule personne, et en réalité, aucune personne située dans les backrooms ne sait vraiment comment il fonctionne. Et donc on ressent beaucoup plus la solitude. Le modèle 3+, lui, il se passe sur un wiki, et donc la documentation est au centre même de son design. D'abord sur un wiki fandom, puis ensuite sur un site Wikidot, des gens vont créer un univers des backrooms divisé en centaines d'étages plus zinzin les uns que les autres. Et la raison de pourquoi ça a autant pris sous cette forme, c'est 3 raisons. D'abord, tout le monde a un hub où on peut faire grandir l'univers, ça désagrège un peu la qualité de l'univers des backrooms, mais ça crée un côté participatif très stimulant. C'est d'abord dans les cercles d'horreur niche que les backrooms sont d'abord devenus populaires, et donc les cercles d'horreur niche ont décidé de faire comme ce qu'ils connaissaient déjà, et ont structuré l'intégralité de leur wiki participatif de la même manière que celui de la fondation SCP. Pour ceux qui ne le savent pas, la fondation SCP, c'est un univers qui décrit les agissements d'une organisation secrète visant à capturer et contenir toute créature paranormale qui ne devrait pas être connue du grand public. Toutes les créatures sont recensées sous le nom de SCP-un numéro, puis ensuite un surnom. Elle a été créée à partir d'un modèle participatif sur un wiki où tout le monde pouvait rajouter ses créatures, et il y en a aujourd'hui des milliers. C'est d'ailleurs un peu drôle que, comme pour les backrooms, l'univers est pour origine une image sur 4chan accompagnée d'un texte. Le modèle 3+, utilise exactement le même système, où au lieu d'avoir des entités classifiées, on a des étages, et au lieu d'avoir des formes de SCP différentes, on a des entités et des sous-étages. Ils vont même reprendre certaines idées qu'il y avait dans l'univers de la fondation SCP, notamment cette idée d'avoir des codes qui sont communs à l'intégralité de l'univers, histoire de pas se perdre. Genre dans le modèle 3+ des backrooms, quand un survivant se balade dans les backrooms et qu'il trouve de l'eau, ce sera systématiquement non pas de l'eau normale, mais bel et bien de l'eau d'amande. En gros, pour ceux qui ne savent pas, l'eau d'amande, c'était un truc qui était vendu aux États-Unis, voilà, qui était en fait fait à partir de sirop d'orgeat. Donc c'est une sorte d'eau avec un léger goût, un peu d'amande très sucrée, un peu sympa, voilà. Sauf que maintenant, de ce que j'ai pu voir, et de ce que j'ai pu chercher, c'est plus disponible à la vente. Sauf que j'ai trouvé une manière de le reproduire sur internet. Voici à quoi ça ressemble. Et donc je vais goûter en face de vous pour la première fois de ma vie, de l'eau d'amande des backrooms. Voilà. Ils vont aussi reprendre l'idée de la fondation SCP de classer chaque étage avec un niveau de danger. Bref, l'inspiration, elle est clairement assumée, c'est une sorte de gigantesque hommage. Et enfin, la troisième raison pour laquelle le modèle 3+ est devenu très populaire et a contribué à la popularité des backrooms, c'est parce qu'il était tellement plus YouTubeable. Faire une vidéo sur les backrooms à l'époque, c'était tellement fun. Tu choisissais un étage, t'essayais de le décrire en reproduisant son ambiance, c'était trop cool. Il y avait cette impression de décrire un jeu de survie imaginaire d'horreur, c'était trop fun comme moment. Puis 2020 est arrivé, et le wiki a pris encore plus en ampleur, et donc beaucoup plus de vidéos étaient faisables parce qu'il y avait beaucoup plus d'étages. En plus, c'était le confinement, tout le monde était chez eux. Puis en 2021, l'univers commençait à vraiment faire parler de lui. Au point qu'à Halloween 2021, j'ai parlé des backrooms. Et comme tout le monde, je trouvais que les backrooms simples étaient les plus intéressantes et flippantes. Et comme tout le monde, j'ai plutôt fait un finding sur le modèle 3+, car c'était beaucoup plus divertissant à regarder. Et au moment où je faisais ma vidéo, j'étais persuadé que j'étais en retard de fou sur la mode, qu'elle était déjà en train de mourir. Les backrooms existaient depuis longtemps à ce moment-là, et en fait, le modèle 3+, y montrait déjà énormément ses limites. Dans ma vidéo, j'avais essayé du mieux que je pouvais avec mes moyens de l'époque d'esquiver les étages mal écrits et les trucs un peu nazes, mais déjà à l'époque, je m'étais fait vanner pour les trucs évidents qui ne marchent pas avec les univers utilisant le modèle de la fondation SCP, c'est-à-dire un modèle participatif où tout le monde peut ajouter ce qu'il veut. D'abord, plus les backrooms sont documentés, moins c'est flippant. Genre quand tu lis le wiki, on dirait que dans les backrooms il y a 2 milliards d'êtres humains qui ont complètement dompté le lieu avec des guildes, du commerce. Ça a pas l'air vide, ce qui va à l'encontre de l'esthétique liminale. Ensuite, il y a trop d'étages. Et comme tout le monde veut être impressionnant, tout le monde veut avoir l'étage le plus flippant, le plus dangereux ou le plus intéressant. Au point que dans ma vidéo, on dirait que je dis toutes les 3 minutes qu'on est dans l'étage le plus dangereux des backrooms. C'est vraiment pas bon quand t'essayes de construire un univers. C'est pas du bon world building, personne peut survivre. Puis il y a tellement d'entités différentes et le bestiaire est trop détaillé. Des smilers, ces sourires dans l'obscurité qu'il ne faut pas quitter du regard, les hounds, ces chiens de chasse humanoïdes qui te pourchassent s'ils te croisent, les skin stealers, on dirait qu'on ne fait que croiser ce genre de trucs. À en lire le wiki, ça en devient absurde. Il semblerait être caché dans absolument tous les étages. C'est
C'est trop. Des étages où on change la gravité, des étages au concept trop élaboré ou pas assez élaboré, les backrooms dans leur modèle le plus populaire commençaient lentement à devenir un peu une blague. Un truc brouillon, presque enfantin, sans vraiment beaucoup d'intérêt. Alors au montage, j'ai réalisé que j'étais un peu dur à ce moment-là. Je parle ici du modèle 3+, tel qu'il était en 2021. Mais depuis 2022, le Wikidot a mis en place une énorme opération pour améliorer l'écriture des étages et la cohérence de leur univers. Et maintenant, c'est vraiment beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait une sorte de côté un peu enfantin bizarre qui a vraiment pas parlé à la majorité des gens. Et en vrai, là, je suis un peu dur pour rien, parce que c'est juste que les backrooms devenaient quelque chose d'autre. Elles évoluaient naturellement. Elles pouvaient pas rester exactement cette idée de base qui avait été présentée à la base, il fallait bien qu'elles évoluent. Mais sur le moment, ça semblait être une version légèrement moins bonne. Et les backrooms étaient donc en train de mourir. Sur Google Trends, on peut mesurer l'expansion de la popularité de termes de recherche sur Google au cours du temps. Au moment où je sortais ma vidéo sur les backrooms, Google estimait que le sujet était populaire comme ça. Voilà. À ce moment-là précisément, je pensais que les backrooms allaient bientôt n'être que de l'histoire ancienne. Voilà ce qui allait se passer au cours des mois qui ont suivi. Et ça, c'est grâce à un petit génie de l'horreur sur internet, Kane Pixels. Le 7 janvier 2022, Kane Parsons, aussi appelé Kane Pixels, a sorti sa vidéo The Backrooms Found Footage. Elle a fait à ce jour 64 millions de vues. 65 millions de vues, frère. Et Kane Pixels a sorti sa Petit rappel, il avait 16 ans. vidéo The Backrooms Found Footage. Elle a fait à ce jour 64 millions de vues et c'est le catalyseur de l'explosion totale de cet univers. Alors j'ai beaucoup de difficultés à faire des suites à des vidéos que j'ai déjà faites. Et de base, cette vidéo devait être une suite à la vidéo que j'avais déjà fait sur la série des Backrooms de Kane Pixels. En réalité, je ne vais pas le faire ici, car ça s'emboîterait très mal dans cette vidéo, mais j'ai quand même envie de parler de cette série, expliquer dans quelle direction les vidéos vont et faire juste un focus sur une vidéo récente qu'il a réalisée dans le cadre de sa série, car elle est selon moi le meilleur moyen d'expliquer pourquoi le modèle Kane est pour l'instant le plus intéressant de tous. Mais d'abord, expliquons un peu ce que Kane Pixels a fait avec les backrooms et pourquoi c'était brillant. La première vidéo de Kane, The Backrooms Found Footage, était très simple. On montrait quelqu'un tomber dans les backrooms et errer à l'intérieur sans but. Hello? Is someone there? Au cours de son chemin, il finit par se passer ça. Mais ça a été fait en 3D aussi, non? Comme le truc de The Running Giant. C'est le truc qui est incroyable. Tout ça en 3D, frère. What the hell? S'ensuit un jeu de chat et la souris se terminant par un retour à la réalité. Un poil fracassant. Cette première vidéo, elle a apporté plusieurs choses au backroom qui étaient essentielles à son développement. D'abord, la vidéo pour l'époque, elle est bluffante en termes de qualité. Elle est hyper belle et même s'il y a 2-3 trucs un peu... Voilà, pas très bien fait, il y a surtout une ambiance ultra crédible. Cette vidéo, elle a apporté ça. Une vidéo, pas juste des images fixes ou des cours rendus 3D. Ici, les backrooms sont vivantes et c'est véritablement bluffant, surtout quand tu sais que le créateur va faire que de s'améliorer par la suite. Et c'est pas que une vidéo, c'est aussi une vidéo qui raconte quelque chose. On nous montre enfin quelqu'un qui se déplace dans les backrooms et qui vit quelque chose. Et ça, c'est très nouveau pour l'époque. La deuxième chose que Kane Pixels a apporté, c'est une centralisation. Avant, les backrooms se propageaient et changeaient en fonction de qui t'en parlait. Ici, Kane Pixels peut imposer sa vision et on a eu de la chance de tomber sur quelqu'un qui comprend à 100% comment peut fonctionner l'horreur des backrooms. Et quand Kane Pixels va avoir l'idée de continuer les vidéos sur le sujet pour la transformer en série de vidéos, il va enchaîner les bonnes idées. L'univers des backrooms de Kane Pixels mélange avec brio plusieurs éléments de chaque modèle qui existait pour faire un truc quasi parfait. La série des backrooms raconte en réalité l'histoire d'une entreprise appelée Async qui dans les années 80 a développé une technologie quantique pour résoudre des problèmes de storage et de logement. Ils ont, en collaboration avec le gouvernement américain, construit cette machine qui a généré une sorte de dimension alternée appelée le complexe.
franchi par cette porte, appelée le seuil ou le threshold. À la base, l'architecture du lieu paraissait comme une série de bureaux aléatoirement segmentés, mais à force d'exploration du complexe, Hastings va réaliser que celui-ci se distord de plus en plus au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans ses profondeurs. Et surtout, il semblerait que l'existence même du complexe détruit lentement la réalité et que le complexe semble distordre le temps, l'espace et même avoir une sorte de conscience. Et tout ça est raconté à travers des documents confidentiels, des vidéos qui ont été réalisées par l'entreprise qui n'étaient pas censées voir le jour. Ce qui permet de garder un ton très scientifique, très détaché, mais qui permet aussi de magnifier chaque moment où quelque chose est inexpliqué. Il y a plein d'idées incroyables qui ont été utilisées par Kane pour faire en sorte que la série soit la plus efficace possible. Par exemple, pour t'expliquer tôt dans la série que la réalité est en train d'être affectée par l'existence du complexe, Kane te montre juste des statistiques de quantité de personnes disparues qui grimpent soudainement en flèche au moment de l'ouverture du seuil des backrooms. On se doute de ce qui se passe parce que la série est bien faite, mais ça te laisse suffisamment de temps pour te demander est-ce que c'est vraiment lié ? Ou alors il y a une idée de génie dans la manière dont c'est raconté. La série maintient une atmosphère de tension peu importe quel épisode tu regardes, car le fait qu'on te présente des dossiers confidentiels d'un projet qui était censé être ouvert à tout le monde à la fin, mais qui n'a jamais porté ses fruits, ça fait que tous les extraits précèdent forcément une énorme catastrophe, un événement d'une gravité telle qu'elle aurait pu causer la fin d'un projet de ce type. Et à chaque fois que tu vois quelque chose de grave et que dans la timeline le projet n'est toujours pas annulé, et ça va loin dans les trucs graves qui se passent, tu finis par te dire qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui peut arriver de pire qui peut causer la fin du projet ? Et il y a pas très longtemps, il a été annoncé que Kane Pixels allait être le réalisateur d'un film sur les backrooms, qui est produit par A24, une société de production qui est à l'origine de tonnes de films d'auteur et de films d'horreur absolument incroyables, et selon certaines personnes, c'est même les seuls bons films d'horreur qui sont sortis depuis quelques temps, ce qui est faux évidemment. Donc il faut comprendre que si ce mec a été repéré par A24, c'est pas pour rien, c'est qu'il a un vrai talent de mise en scène qui est presque inné pour lui. Et pour vous faire comprendre à quel point ce mec est bon pour faire de la mise en scène, laissez-moi vous parler d'une des vidéos les plus récentes de sa série, une vidéo que je trouve brillante en termes de construction, et qui peut être regardée par n'importe quelle personne qui n'a pas vu le début de la série. Cette vidéo, elle s'intitule Backrooms Found Footage 3. La vidéo commence avec ce qui semble être plusieurs extraits aléatoires d'une cassette VHS. On peut y voir des images de la vie de tous les jours, dont notamment ce plan. Ce qu'on peut entendre brièvement ici, c'est la phrase Oklahoma City Bombing. Un terroriste d'extrême droite ayant causé le 19 avril 1995 la mort de 168 personnes suite à une explosion d'un véhicule piégé. Ça permet de dater la vidéo qu'on va voir, comme étant située durant ce jour tragique, ou au moins autour du 19 avril 1995. Après donc quelques extraits de tranches de vie, dont un concert, on voit enfin la personne derrière ces images. Il s'appelle Ravi, et il exprime sa frustration après avoir filmé un cadre de l'entreprise Monsanto se moquer d'un enfant malade et avoir un comportement suspect. I realized I recorded a Monsanto exec joking with a DPR manager about a sick kid. And sure, I like making fun of diseased kids as much as the next guy, but right after that, they said something along the lines of, hey, if we accidentally push out the entire county, you might just get that ranch you always wanted. Et au milieu de son explication, la vidéo se met à accélérer. Fucking A, man. Et je trouve cette idée déjà très intéressante, car ça indique que clairement quelqu'un contrôle l'enregistrement et sélectionne les parties qu'il veut qu'on voit. Il y a donc deux couches de lecture, ce que Ravi va filmer, ce qu'il a vécu et ce qu'on veut bien nous montrer. Et donc il se pose une question, qui est aux commandes ? Qui contrôle la vidéo ? On voit après cette accélération Ravi rentrer chez lui, ou du moins dans une maison. Puis ça coupe sur un écran noir avec en fond un appel téléphonique. C'est pas très clair à qui il parle, peut-être des colocataires, mais en tout cas, il semble demander si quelqu'un est allé vérifier le sous-sol de la maison dans laquelle il vit, car il y entend des bruits. I was just calling to ask to see if there's anybody supposed to be checking out the downstairs today. Et d'ailleurs, un bruit vient de résonner. Il sort de sa chambre donc, pensant que quelqu'un s'est introduit chez lui. Hey! Someone there? Il descend les escaliers et trouve sa fenêtre vandalisée. Shit. Hey! Someone here? Il se décide d'approcher du bruit. Il ne trouve rien
donc il décide de vérifier une autre porte. Il est tendu, il se déplace sans faire un bruit, ayant peur d'une altercation. Il se déplace dans son garage et entend un bruit lointain. Faites flipper, frère. J'ai pas envie d'avoir un screamer. Il semble venir de cette fissure dans le mur, qui inexplicablement donne sur cette pièce. Ravi vient de traverser la réalité pour se trouver dans une sorte de salle de réunion d'où s'émane une musique douce. For the record, I did not know this was here. Il est déboussolé et il commence à explorer. Il pique une clé dans cette porte, ouvre celle-ci. Il franchit un couloir et tombe sur la première architecture incohérente de son voyage. What the fuck? Il est bien dans les backrooms. La caméra coupe et semble le montrer essayant de trouver une sortie ou un moyen de progresser. Ne trouvant pas comment progresser, il retourne sur ses pas et se rend compte que la lumière du couloir qu'il venait de prendre s'est éteinte. Et ça, c'est la première fois qu'il se rend compte du fait que le lieu est imprévisible. De son côté, il doit penser que quelqu'un joue avec lui, mais d'une autre, on a plus l'impression que le lieu lui-même a une forme de volonté. Et qu'il est au courant de la présence de Ravi. Il finit par trouver cet interstice dans une pièce sombre, il le franchit sans trop de difficulté, et se trouve dans cette pièce. Et je vais pas le pointer du doigt à chaque fois, mais Kane Pixels a très bien compris comment créer de l'architecture incohérente. Vous connaissez peut-être le concept de la vallée dérangeante, ce point où quelque chose ressemble suffisamment à un être humain pour que ses défauts paraissent monstrueux. Et les backrooms selon Kane Pixels, c'est ce concept transposé à l'architecture. Et vous allez voir, cette vidéo fourmille d'endroits bizarres où aucun objet ne semble être à sa place. Et ça met particulièrement mal à l'aise. C'est parfaitement incohérent. Après s'être trouvé dans cette pièce avec les chaises, il finit par trouver derrière une armoire un autre couloir. Il pousse l'armoire et s'immisce à l'intérieur de celui-ci. On dirait le trou dans myhouse.web. La caméra coupe. Il tombe sur cette pièce avec plusieurs fauteuils vieillots différents qui cachent en réalité une autre pièce. Et lentement, Ravi se rend compte que le lieu dans lequel il se situe est immense, au-delà de sa compréhension. Et surtout, hostile dans son architecture. À partir de ce moment-là, ça devient clair. Il n'explore plus. Il veut trouver une sortie. Il passe par cette pièce délabrée d'où s'émane cette musique. Il sent une odeur étrange et ces objets sur le sol semblent former un cercle. On remarque également des traces sur les murs. Des traces de moisissure. Il finit par entrevoir quelque chose qui l'alerte dans le coin de la pièce. Quelque chose qu'on ne peut pas discerner. Oh my god. Ravi s'enfuit et lorsqu'il sent la présence de quelqu'un, il a un éclair de génie. Et si il pouvait trouver de l'aide? I'm trying to leave. I don't want any trouble. Mais quiconque l'a entendu semble hostile à sa présence, donc Ravi s'en va pour ne pas causer de problème. Hello? Hey! La caméra coupe alors que
Ravi continue de s'enfoncer dans le complexe pour fuir la chose qui le suit. Et au milieu de sa course, il se trouve ici. Il commence enfin à réaliser la taille réelle du complexe. Et il est complètement démuni. What the fuck? Au milieu du couloir, il trouve cette pièce, à l'intérieur de laquelle il trouve une maison entière confinée à l'intérieur des murs du complexe. Il allume un interrupteur. C'est trop bien fait. Magnifique. Mais se ravise quand il se rend compte que ça a alerté la chose qui le suit. Ravi se cache et essaye de garder son calme. Il essaye, en restant discret malgré les lumières, de s'éloigner de la menace et rejoint cette série de pièces vides, couvertes de moisissures. Il franchit cette porte et se trouve au sein d'une maison américaine classique, démeublée, au parquet craquant. Le lieu ne semble jamais s'arrêter. Il essaye d'abord de regarder ce qu'il y a au-dessus des murs avant de continuer à progresser, et il trouve ce qui semble être deux paquets de chips. Et une statue de Guanyin, une Bodhisattva dans la religion bouddhiste, une sorte de déesse de la compassion. Il franchit le couloir qu'il avait vu juste avant, et se met à entendre des sons. Leur origine, c'est cet étrange empilement d'enceintes au milieu d'une pièce vide. Mais avant de s'y rendre, il se penche sur cette affiche. Un peu plus tard, cette affiche a été retrouvée sur internet en bonne qualité. Il s'agit d'une affiche réalisée par l'hôpital Arcadia, qui est dans le sud de la Californie, qui faisait la promotion d'un programme de dépistage gratuit qui aurait eu lieu le dimanche 16 octobre 2022. Et c'est surtout ça qui est important. Pourquoi une affiche qui a vraiment existé, qui date de 2022, serait présente à l'intérieur du complexe, alors que l'enregistrement date de 1995. Comme je l'ai dit précédemment, les backrooms peuvent modifier l'espace, mais visiblement, elles peuvent aussi modifier le temps. Un autre lien qu'on peut trouver avec ce poster, c'est ce logo qui semble mentionner la religion bouddhiste et qui semble lier ça à la statue qu'on venait de voir précédemment. C'est un peu comme si les backrooms se généraient avec des idées qui semblent se suivre les unes après les autres. Il se rend dans la pièce avec les enceintes. C'est hyper bien pensé. Franchit un des deux couloirs et tombe sur cette énorme machine. Ça, c'est une tour radio. Et je suis trop content d'avoir fait mes vidéos sur le sujet, car maintenant, vous savez que là... Radio check, radio check. Does anyone copy? Ce que Ravi fait, Radio check, c'est du radio-amateurisme. you copy? Testing, 1, 2, 3. Et qu'il essaye de contacter un autre radio-amateur, en utilisant l'émetteur radio qu'il a en face de lui. Sauf que toutes ces tentatives d'essayer de trouver de l'aide sont complètement inefficaces. Il arrive bien à entendre une voix à un moment, Yes. Yes. et se décide de la suivre, pensant qu'il a capté un signal. Il suit lentement les voix, C'est la créature. qui restent à peine discernables. C'est sûr, c'est de la créature. Plus Ravi s'approche, plus le son devient clair. Il est en panique, il ne sait pas à quoi s'attendre, et il finit par comprendre que le son vient de derrière cette porte. Le son a l'air de provenir d'une enceinte qui est cachée. Mais il est clair qu'il s'agit d'un enregistrement d'une radio de police. Mais au milieu de son écoute, Ravi court le plus vite possible pour s'enfuir de la créature. Il pousse cette armoire et arrive à condamner une issue. Il prend un escalier et fuit au plus vite la créature et la caméra coupe.
Bon, juste, j'aimerais revenir un peu en arrière. Ça là, ce procédé de faire une coupure juste au moment où on voit pour la première fois ce truc humanoïde là, c'est super bizarre comme procédé de mise en scène. Et ça te rappelle que c'est quelqu'un qui te montre la vidéo. Pourquoi avoir fait cette pause? Le procédé d'arrêter l'action d'un coup, c'est super surprenant. Et ça crée encore plus de déstabilisation que si c'était une énième poursuite. Bon, revenons où on en était. La caméra avait coupé et on nous montre cet étrange passage où Ravi semble zoomer sur une zone de moisissure. Et on dirait presque, et c'est subtil, qu'elle bouge. De retour sur Ravi se déplaçant dans les backrooms. On imagine que c'est filmé bien plus tard car Ravi n'a plus l'air paniqué. Il franchit quelques zones insalubres, incorporant toujours plus d'éléments et d'objets de la réalité, et il finit dans cette grande pièce avec des fenêtres donnant sur... ça. J'ai l'impression là c'est le niveau 1, non? L'environnement du complexe est titanesque. Et cette zone, appelée la ville rouge par la communauté autour des backrooms de Kane Pixels, on l'a déjà vu dans une précédente vidéo, intitulée Pitfalls. Et ça s'était mal fini la dernière fois. Ravi, lui, de son côté, il perd complètement les pédales. Ça le dépasse complètement. Il franchit une pièce et repasse ce couloir qu'il avait déjà franchi et il finit par se retrouver dans la partie du complexe non aménagée. Il est retourné sur ses pas. Il se déplace silencieusement, enchaînant des couloirs jaunes similaires. Il trouve des endroits qu'il a déjà franchis, mais sous un autre angle. Puis enfin, il arrive dans cette pièce. Il y a quelqu'un dans la pièce? Non, c'est juste un truc en carton, qui d'ailleurs représente un homme des cavernes. Ravi franchit la pièce, un peu confus, et juste avant d'en sortir, il vérifie une dernière fois que rien n'a bougé. Il commence à devenir clairement paranoïaque. Il arrive dans cette pièce, et au bout de celle-ci, il trouve cette maison. Comment tu veux pas Dans une devenir pièce où des paranoïaque? traces semblent sortir d'interstices sombres, probablement des traces de pas ou de moisissures. Il y a des vêtements et des objets aléatoires qui jonchent le sol. Une statue romaine semble percer celui-ci comme si elle avait apparu ici soudainement en traversant le sol. Ravi entre dans la maison, vérifiant ses arrières, et il semble que celle-ci a déjà été visitée par quelqu'un. Une chaise est renversée et des traces de pas salis recouvrent la moquette. Au loin, on entend l'écho de voix, provenant probablement d'une télévision. On voit 7 bottes collées dans le sol, probablement appartenant à la personne qui a visité cette maison auparavant. Ravi suit les voix, et quelqu'un semble être au téléphone. Quelqu'un qui sonne comme s'il était dans la pièce, mais qui pourtant n'est trouvable nulle part. Il finit par essayer d'interagir. Hello? Et l'homme lui répond. Au début, la communication est difficile. I'm sorry. I don't know where I am. I need help. You're on private property. You need to leave. I'm trying, okay? I don't want to be This is the here. guy who keeps coming around here trying to talk to my boys. What? L'homme finit par menacer d'appeler la police. My family's trying to sleep. Leave or I'm calling the police. Really need help. Station's a quarter mile down the road. Listen, I can't. Puis lentement, Ravi semble le convaincre que quelque chose de bizarre se passe. I've been walking for like 9 fucking hours, man. Where the hell are we? I can't even see you. Actually, do call the cops. That's fine. Just please help me out here. Leur discussion est vraiment bien écrite. On comprend parfaitement qu'on est en face de deux personnes complètement incapables de comprendre ce qui leur arrive et qui essayent lentement de démêler le fil. Where are you? Well, what? Where the hell are you? I just looked outside and I don't see you. I'm in like a living room with a fish on the wall. What, is it some kind of game you're doing? Are you having a laugh over this? I'm not. I'm not. It sounds like you're on the other side of this wall, but this door goes nowhere. Et on finit par comprendre un truc. Ici, la porte elle donne sur rien, mais dans la vraie vie, elle donne sur une terrasse en face de la maison. Ravi entend l'homme comme étant derrière le mur, car il est derrière le mur dans la réalité. Et quand il finit par se lever pour entrer dans la maison et essayer de trouver Ravi,
on l'entend comme s'il était dans la pièce. Are you in my balls? Ils sont tous les deux dans la même maison, mais pas dans la même réalité, et probablement pas au même moment. Et ça, du coup, on comprend que c'est une photo de l'homme qu'on entend. Et comme on peut voir, il est père d'un enfant. I don't understand. How is this possible? I can hear you, but I don't know. I just need to go home. On comprend que l'homme commence à comprendre la situation de Ravi. Persuadé qu'il est bloqué dans son mur, il propose à Ravi d'essayer d'ouvrir cette petite ventilation pour voir s'ils peuvent communiquer. Sauf qu'au moment où il essaye de l'atteindre, il se passe ça. Thank you. I think what it's... the fuck? What the fuck? What? Oh my god. Oh my god, what the fuck? Le père est tombé dans le complexe également. Hey, what happened? Hello? Après une coupure, on trouve le dernier plan de la vidéo. Un plan sur Ravi qui monologue sur un souvenir de sa vie. Il a complètement perdu sa santé mentale, et arrivant lentement à la fin de la batterie de sa VHS, il émet ses dernières paroles. I just want to go home. Avant de se fondre dans le silence, au moment de la fin de sa cassette. It's gonna fix. C'est magnifique. La vidéo, elle est incroyable. Cette vidéo en elle-même, isolée de la série des Backrooms, c'est un chef-d'œuvre d'horreur found footage. Et clairement, c'est un des travaux horrifiques de Kane Pixels les plus aboutis. Ce que je trouve incroyable, c'est déjà le fait que prise dans un vide, cette vidéo est folle. Mais que prise dans le contexte de la série, elle a encore plus de sens. Cette vidéo est truffée d'éléments de lore qui font écho aux précédentes vidéos de Kane Pixels, mais aussi qui ajoutent à son univers. Par exemple, la moisissure que j'ai pointée du doigt, c'est un des éléments principaux de cet univers. Cette moisissure serait le signe que le complexe entier est vivant, et en se répandant, il peut prendre des formes qui varient. Mais dans cette vidéo, c'est la première fois qu'elle prend une forme humanoïde. D'habitude, c'était plutôt des sortes de trucs filaires, des sortes de créatures qui se formaient à travers cette moisissure et à travers cette culture organique. Mais là, ça prend des formes réellement humaines. La vidéo est également très très bien construite. Les réactions de Ravi et sa manière de filmer sont ultra crédibles. Du moins, c'est le cas si on considère que ce qu'il filme, c'est ce qu'il voit. Un moment que beaucoup de gens pointent du doigt, c'est ce moment. Ce petit coup de caméra là, qui veut à la fois dire « Qu'est-ce que ça fout là ça ?» et « Si j'ai besoin de boire de l'eau, je sais où aller ». C'est hyper humain comme réaction. Enfin, c'est humain si tu pars du principe que ce que tu regardes, c'est les yeux de Ravi, plus qu'une caméra. Mais en imaginant qu'il essaye de documenter tout, un peu comme il le présentait dans le tout début de la vidéo, ses yeux deviennent ce qu'il filme en fait. Aussi, on remarque des détails qui semblent indiquer que quelqu'un avait déjà été sur les mêmes chemins que notre protagoniste. Genre cette armoire. Tu finis par comprendre qu'elle était peut-être là pour empêcher à la créature de te poursuivre, et que quelqu'un s'est déjà retrouvé en face d'elle. On te montre un endroit qui a l'air d'avoir des règles, mais qui ne sont juste pas accessibles ou compréhensibles pour quelqu'un d'humain. Et pour moi, cette vidéo représente également ce que Kane Pixels a envie de faire de ses backrooms. Où est-ce qu'il a envie de les amener à présent? On voit le complexe devenir plus hostile, essayer de reproduire avec de plus en plus de détails une architecture humaine, architecture qu'elle ne comprend pas et qu'elle semble piocher à la réalité, comme cette maison. Ce que cette vidéo montre dans le lore de Kane Pixels, c'est l'évolution de l'intelligence du complexe, qui semble avoir en effet une conscience. Si avant, dans d'autres vidéos, ses créations étaient grotesques et parfois absurdement difformes, ici, son architecture est de plus en plus compliquée. Le complexe a de plus en plus de contrôle, et son infection par la moisissure la corrompt peu à peu, détruisant de plus en plus la réalité sur son passage. Alors pourquoi je vous montre cette vidéo en particulier? Outre le fait qu'elle est brillante et qu'elle montre tout le talent de Kane qui fait toujours toutes ses vidéos en 3D sur un logiciel de modélisation, encore une fois ce mec est un monstre de talent, et bien la raison pour laquelle j'en parle, c'est que cette vidéo a fait 4 millions de vues. C'est 60 millions de moins que la première qu'il a fait. C'est dommage. Qui est tellement moins bien. Alors je sais que cette première vidéo elle est sortie il y a beaucoup plus longtemps, et que en soi c'est une suite, donc c'est normal que ça fasse moins de vues, je comprends. Quand même 60 millions de moins quoi. Les gens savent que Kane Pixels est brillant, mais les gens n'ont pas tous creusé pour le suivre dans son projet des Backrooms, au fur et à mesure que le sujet quittait les pensées. Et il y a peut-être une possibilité que tout change lorsqu'il va sortir son film, qui va probablement recréer un engouement autour des Backrooms, mais en vrai c'est surtout probable que ce sera pas le cas. On dirait que les gens sont beaucoup moins intéressés par les Backrooms en ce moment.
Et ça, vous le saviez déjà. Lorsque vous avez vu cette vidéo dans vos recommandés ou en notification, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont bien soufflé. Là, je le sais, j'ai vu sur les réseaux sociaux, quand j'ai annoncé que j'allais faire une vidéo sur les backrooms, il y a plein de gens qui m'ont dit « T'es sûr ?» On m'a dit que tu retravaillais sur une vidéo sur les backrooms. 100% vrai, en effet. Quoi, mais encore des trucs à dire là-dessus? Et tout ça, est-ce que c'est de la faute de Kane Pixels? Parce que lui, il a créé une énorme explosion autour du sujet. Tout le monde s'est inspiré, tout le monde a vu ces vidéos-là. Donc est-ce que c'est de sa faute? Non. Non, on a vu, le mec est talentueux. Non, le problème, c'est plutôt ce qu'Internet a retenu des vidéos de Kane Pixels. Alors, on va arriver dans la partie de la vidéo qui va être moins sérieux et peut-être un peu plus drôle. Il y a un moment où les choses ont pris un tournant bizarre et ça a été en vrai assez graduel. En gros, d'abord il y a eu les copies de Kane Pixels, des vidéos en 3D dans un style similaire sur d'autres chaînes YouTube, parfois très bien faites, parfois moins bien faites, mais qui ont commencé à pulluler de partout. D'abord sur YouTube, puis ensuite TikTok. Et plus ces vidéos se sont multipliées, plus 2-3 trucs sont devenus évidents. D'abord, les gens ils ont arrêté de penser à cette image quand ils pensaient au backroom. Voilà, cette image iconique, voilà. Les gens ils ont arrêté de penser à ça, ils ont commencé plutôt à penser à ce costume. Et ensuite, le deuxième truc que ça a révélé, c'est que plus un sujet est populaire, plus Internet a tendance à tout mélanger. Et quand tu mélanges trop de trucs, c'est difficile de sentir la solitude qui est censée t'inspirer les backrooms. Et pour voir ce que je veux dire, parlons du monde étonnamment gigantesque des jeux sur les backrooms. Il y en a eu tellement. Le 20 novembre 2024, j'ai fait une décision financière de merde. Je me suis dit que j'allais acheter la totalité des jeux backrooms que je pouvais trouver et jouer à chacun d'entre eux. J'en ai eu pour 129 € environ et écoutez-moi bien, c'était vraiment naze. Voilà. La majorité puait du cul. Je les ai testés en live pour la plupart et en vrai, en live, je voulais pas être trop méchant. C'est des jeux faits par des indépendants et c'est clair que beaucoup d'entre eux ont été faits avec au moins un peu d'amour. Mais vraiment, une énorme quantité de ces jeux ne méritaient pas d'être payants. Alors avant de commencer à expliquer pourquoi, j'ai des goûts en termes de jeux d'horreur un peu différents de la norme. Pour un jeu backroom idéal pour moi, par exemple, je trouve qu'il est essentiel que ce soit un jeu où il ne se passe pas grand chose, où l'environnement est gigantesque et où la peur vient de l'immensité de l'endroit et du fait qu'on s'y perd. J'aimerais très peu de menaces concrètes, comme ça quand elles arrivent elles sont impactantes, mais il est essentiel d'errer seul et de se sentir seul. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas peur de m'emmerder un peu. Voilà, je trouve que ça peut être un jeu un peu hypnotique dans lequel on se perd et qui va pas forcément parler à tout le monde, mais que si t'es sensible à l'idée de te perdre, peut être sympa. Et en vrai, c'est très charitable de ma part, car vraiment je comprends les gens qui disent que les jeux sur les backrooms sont hyper ennuyeux. Le problème des jeux sur les backrooms que j'ai vus, c'est d'abord qu'ils sont quasiment tous segmentés en niveaux. Du coup, leur structure est linéaire, et on peut du coup jamais s'y perdre, dans un univers où le concept c'est de se perdre. Vous comprenez le problème de faire des niveaux ou pas? Je sais que beaucoup de gens ont aimé Escape the Backrooms, mais moi j'y vois une fusion un peu bâtarde entre l'univers de Kane Pixels et le modèle 3+. Ça fait des niveaux où je trouve le gameplay hyper lourdeau, on ne peut pas se perdre car tout est à faire dans un ordre précis, les entités sont présentes en trop grosse quantité et ça imite bien le problème qu'on voyait déjà sur le wiki. On n'est jamais vraiment seul et les gens sont plutôt fascinés par les entités qu'il y a dans les backrooms et pas les backrooms elles-mêmes. C'est l'architecture qui est importante, pas ce qu'on y trouve en réalité. Ou alors ce qu'on y trouve peut être impactant si c'est en petite quantité, quoi. Ensuite, il y a tous ces jeux où on est pourchassé par ce truc. Ce truc, qui est censé être l'entité de la première vidéo de Kane Pixels, c'est tout ce que certains ont retenu pour essayer de créer une menace et un gameplay à la Slender. J'ai joué à une quantité de jeux où on boit des litres d'eau d'amande en échappant à ce bonhomme trombone, c'était fatigant. On aurait dit que la plupart de ces jeux essayaient d'être soit une série de niveaux, soit un clone de Slender, soit un clone de SCP, soit une compilation de clichés de jeux d'horreur des années 2010 vaguement inspiré par Pity, où on se déplace dans une ligne droite définie et où on attend juste que le développeur nous mette un énième élément d'horreur déjà vu. Ça a complètement ruiné certains jeux dont je trouvais l'esthétique peut-être intéressante si elle était bien développée. Je pense à The Backrooms 1998 que j'ai trouvé vraiment pas bien. Enfin, je suis vraiment désolé mais j'ai pas aimé ce jeu. J'ai l'air énervé ici mais c'est parce que ces jeux m'ont coûté de l'argent. J'aurais été plus tendre si c'était gratuit mais il y a des jeux qui sont assez particulièrement insultant. Backrooms Escape Together, auquel j'avais joué en live avec Antoine Daniel et Mintos, j'ai trouvé que chaque niveau était soit infiniment chiant, soit à l'opposé total de ce que les backrooms sont censés être. Genre ce niveau où pour je ne sais quelle raison tu te retrouves dans l'étage course d'obstacles, ou encore dans ce passage qui est un plagiat du jeu LiDAR.exe et Scanner Sombre, qui sont des jeux très sympas et c'est pas trop un problème de s'inspirer, beaucoup l'avaient fait. Mais le fait de faire une version backrooms de ce type de jeu avait déjà été faite par un youtubeur quelques temps avant, donc voilà quoi, c'est doublement pas très inspirant.
inspiré. Il y a par contre quelques jeux que j'ai trouvé intéressants, des jeux qui m'ont un peu parlé de par leur esthétique et leur ambiance. Et même si c'est pas exactement le truc parfait, moi comment je vois cet univers, ça reste assez brillant. Genre par exemple j'ai trouvé Backrooms Rec un poil au-dessus de la moyenne, il a l'avantage d'avoir des idées et de proposer des environnements où on a vraiment l'illusion de se perdre alors qu'on suit un chemin en vrai assez précis. Ensuite on a le jeu Within the Backrooms, qui est un jeu peu intuitif, et pour le coup la première fois que j'y ai joué j'ai pas compris. Le jeu te met dans une série de couloirs des backrooms avec cette esthétique rétro, il y a quelques interactions rigolotes, des salles étranges comme cette énorme pièce avec en son centre un ordinateur, mais en live j'ai pas trouvé comment avancer et j'ai donc considéré que c'était tout, et que le jeu était charmant mais un peu décevant. Et en fait le jeu est beaucoup plus long que ce que je pensais, et il t'amène dans des tonnes d'environnements au graphisme rétro très charmant, et c'est en vrai très immersif et hyper déroutant. Et même si c'est pas un jeu qui fait très backrooms, ça les utilise pour faire quelque chose de vraiment différent et de sympa. En vrai, j'ai bien aimé ce jeu. Et enfin, les deux jeux backrooms qui ressemblent le plus à ce que selon moi devrait être un jeu backrooms, c'est les deux jeux de Complex. Le premier des deux, The Complex Found Footage, qui est gratuit, et The Complex Expedition, qui lui est payant. Et en vrai, les deux sont très bons, même si j'ai un peu plus d'affection pour celui qui est gratuit, parce que le deuxième est plus abouti, mais peut-être pas assez pour justifier son prix, je trouve. Et franchement, les deux sont très très bons, hein. L'ambiance est folle, l'atmosphère et les graphismes sont très impressionnants, et on a vraiment l'impression de se perdre dans les backrooms. J'essaye pas d'aller dans une direction qui est logique. Juste le jeu m'y guide en me donnant l'impression que je me perds. Le jeu est quand même segmenté un peu en niveaux, mais c'est fait d'une manière qui est en vrai assez maligne. Et malgré cette structure linéaire, on a quand même des espaces qui sont suffisamment grands pour s'y perdre. Et en vrai, ça marche super bien. Je me souviens avoir eu peur à un moment d'un meuble, juste parce que la tension que ça procurait de se balader dans des environnements redondants comme ça était efficace. J'ai eu peur alors que c'est une chaise. Ce qui manque à ces jeux, c'est peut-être une grosse frayeur, un élément qui t'oppresse ou te marque, car en vrai, j'ai trouvé qu'une fois sur deux, les éléments d'horreur qui étaient intentionnels avaient l'air un peu bancal. C'est plus des jeux qui montrent un énorme potentiel, l'atmosphère est brillante, et si vous aimez ce type de jeu, vous allez kiffer. C'est vrai que En vrai, fallait faire un peu comme dans les backrooms. Des fois c'est tranquille, puis après, à un moment où tu t'y attends pas, il y a frère, un truc qui te poursuit durant tout le long, après ça devient plus calme en fait. je trouve par contre que c'est un poil court et l'horreur n'est pas encore assez gérée. Et c'est tout. Les autres jeux backroom auxquels j'ai joué m'ont soit ennuyé, soit déplu, un peu, voire même beaucoup. À côté de ça, il y a 2-3 jeux avec une esthétique liminale que j'ai trouvé sympa. Des jeux d'exploration où il se passe pas grand chose, que je trouve assez reposants, comme par exemple Dreamcore, même si j'ai l'impression qu'en vrai si tu cherches bien, il y a moyen de bien flipper, ou alors le très bon Anemoia Police, qui a l'avantage d'être un des premiers jeux avec ce type d'esthétique à avoir été développé. Mais alors pourquoi il y a autant de jeux backroom ? C'est parce que les développeurs ont vu que le jeu Escape the Backrooms a eu un succès en vrai assez massif, surtout sur Twitch. Et ce succès il a été tellement vénère qu'il y a eu des tonnes de gens, particulièrement des plus jeunes, qui ont commencé à penser que les backrooms, c'était le truc qu'on voyait dans le jeu. C'est difficile à mesurer, mais la surabondance du jeu sur Twitch, VOD et autres let's play, le côté jeu en multi qui le rend très propice à faire des clips, tout ça, ça a fini par solidifier que l'esthétique des backrooms, c'était des bonhommes en jaune qui sautent partout. Si tu regardes sur Google Trends et que tu essayes de comparer le terme Escape the Backrooms avec Kane Pixels, ou encore Backrooms Found Footage, voire même Backrooms Game, tu réalises que celui-ci a tout écrasé sur son passage. Et un des problèmes de ce jeu, selon moi, c'est qu'il mélange beaucoup. C'est comme s'il voulait caser le plus possible de références à toutes les versions de cet univers. Sauf que ça lui donne une atmosphère un peu informe. Comme s'il essayait de mélanger le style de Kane Pixels avec le concept d'étages de toutes les sortes, ce qui finit par avoir l'air hyper confus. Et comme ce jeu a eu cette explosion, et qu'il a fini par même surpasser un peu la popularité de Kane Pixels, le contenu sur les réseaux, il a commencé à partiellement refléter, son modèle, c'est-à-dire le modèle où on mélange tout. C'est devenu beaucoup plus enfantin, et surtout c'est devenu une blague. Les bonhommes en jaune au parc, les bonhommes en jaune qui font du foot, une multiplication des entités grotesques en tout genre. Le foot, ça m'a fait En jaune au parc, les bonhommes en jaune qui font du foot, une multiplication des entités. Attends, dis-moi pas le gardien c'est l'entité. Les bonhommes en jaune au parc, les bonhommes en jaune qui font du foot. L'entité c'est le gardien. Une multiplication des entités grotesques en tout genre. C'est devenu un peu un mélange de tous les types d'horreur en vogue depuis 20 ans. Ça pique chez SCP, Five Nights at Freddy's, Poppy Playtime, l'esthétique liminale, Dreamcore, Weirdcore, Cursed, le mascot horror, c'est devenu informe. C'est devenu une blague. Et malgré ça, il y avait quand même toujours des contenus qui étaient faits par amour, qui étaient très intéressants sur le sujet. Des tonnes de gens qui s'inspiraient de Kane Pixels pour faire leur propre histoire, et qui en vrai se démerdent super bien avec de bonnes idées. Et la vidéo d'Inoxtag sur les backrooms là,
elle est pas mal du tout. Moi, c'est vraiment pas comme ça que je vois cet univers, mais pour une vidéo s'apparentant à du fit and fun au premier abord, c'est très bien fichu, et surtout tu vois dans le making-of une énorme volonté de bien faire. Au-delà d'une sorte d'hommage de ce que Inox et sa team voient dans les backrooms, c'est aussi un hommage à l'horreur d'internet, ce qui en vrai reflète assez bien le fait que l'horreur des backrooms était en train de piocher un peu partout, mais en vrai ça donne un côté très sincère à la vidéo qui m'a pas dérangé du tout. Moi personnellement, je n'aurais pas fait ça comme ça, surtout le placement de produit pour AirUp, j'aurais pas fait de cette manière-là, mais c'est un très bon boulot. Bravo Inès. Et maintenant, expliquez-moi pourquoi Inoxtag a fait un meilleur boulot que American Horror Story. Alors j'ai jamais regardé concrètement American Horror Story, on m'a dit que c'était très bien, mais j'ai déjà entendu parler de leur série American Horror Stories, qui fait des mini courts-métrages d'horreur. Aucun d'entre eux n'a de lien les uns avec les autres, c'est juste des petites histoires. Le 9 mai 2023, j'ai appris qu'ils voulaient faire un métrage sur les backrooms. J'ai donc réagi sur Twitter en disant que ça allait être bien mid, en pensant que c'était la take la plus froide du monde, et je me souviens qu'on m'a insulté d'aigri. Et quand c'est sorti, bizarrement, personne n'est venu en message me dire « T'as vu, c'était trop bien ». Parce que personne n'a aimé. Parce que ouais, c'est sorti et je l'ai vu récemment et c'est le pire truc lié au backroom que j'ai vu jusqu'à maintenant. Quand vous pensez au concept des backrooms, quels sont les premiers thèmes qui vous viennent à l'esprit ? Si vous avez pensé tout de suite à relation père-fils, très mauvais scénario de thriller et secte avec des masques et zone dans laquelle tu vas quand tu te sens coupable d'un truc, vous existez apparemment mais vous êtes juste une seule personne. Je me souviens de l'avoir regardé avec un pote et on était sidérés à chaque minute. Tous les dialogues étaient archi mauvais et chaque décision était abominable. Et d'ailleurs dans ce truc-là, le côté backrooms infini, etc., c'est montré qu'une seule fois. Le reste du temps, les backrooms c'est genre une pièce. Il y a peut-être 2-3 personnes qui ont apprécié le machin. Moi personnellement, j'ai trouvé ça vraiment mauvais. Et en fait, tous ces projets, tous ces efforts, ça a commencé à éloigner dans la tête des gens ce qui avait tout lancé à la base. Cette image. Et la vérité, c'est que cette image, elle avait une force de fou. Tout le concept des backrooms, c'est de dire qu'il existe une réalité alternative dans laquelle on peut tomber à n'importe quel moment. Et le truc, c'est que pendant des années, l'origine de cette image, peu importe les quantités de recherche sur le sujet, était complètement inconnue. Le fait que personne ne sache d'où vient cette image, ça a donné une aura de fou aux backrooms. Ça leur donnait une atmosphère de mystère qui dépassait même les confins de son univers. Le fait qu'on ne trouve pas cette image assurait au moins que les backrooms allaient rester au moins un sujet de discussion dans la niche d'internet. Moi, j'avais prédit, je pense dans l'ancien truc, c'était un genre de truc d'école. C'est sûr, c'est un endroit où c'est juste une classe de base, où on a enlevé les chaises, on a enlevé tout, ou genre un déménagement d'école. Parce que je suis déjà parti dans une genre d'école comme ça, avec la même esthétique, mais c'était tout en blanc. C'était pareil que les backrooms, mais c'était tout en blanc. Du coup, moi, je parie que c'est comme une école en vrai. D'une manière ou d'une autre, elles allaient survivre. Parce que personne ne les trouvait. Sauf que l'année dernière, il s'est passé un truc très drôle. Alors, jusqu'à l'année dernière, l'origine de cette image, c'était un lost media. C'était un média perdu, on ne savait pas d'où ça venait. Et si vous connaissez ma chaîne, vous savez que les lost media, c'est un milieu où la recherche est prise très au sérieux. Et quand les fans de lost media ont vu cette image, qu'ils ont vu tout ce qu'elle a engendré, qu'ils ont vu son aspect mystérieux, le manque d'infos et de contexte, eux, ce qu'ils ont vu, c'est un énorme challenge. Quiconque retrouverait d'où vient cette image deviendrait une légende. C'était un des lost media les plus convoités d'internet et la recherche a pris des formes incroyables. J'avais rarement vu ça. Il existe un document qui compilait les avancées de la recherche et c'est fascinant à lire. D'abord, la recherche de cette image, il faut expliquer à quel point elle était inespérée. Elle avait été postée, à notre connaissance, depuis l'année dernière que 2 fois sur internet. Et à chaque fois, c'était sur 4chan. Et 4chan, comme je l'ai dit plus tôt, c'est un site où tout est anonyme. Mais aussi un site où, au bout de quelques jours, ton fil de discussion disparaît. Et il est archivé que si les gens ont voulu l'archiver. Et souvent c'est mal archivé, c'est-à-dire qu'il manque des informations dans les archives. Et les 2 fichiers images des backrooms qu'on a pu trouver dans des archives 4chan avaient toutes les 2 un nom différent. Le fichier avait un nom différent, indiquant que ce n'étaient pas des images originales, mais des copies d'une autre image qui existait déjà. Donc je répète, ça veut dire qu'on n'a même pas l'image originale. On a une version compressée, et donc on ne peut pas faire de recherche inversée sur internet. On ne peut pas essayer de chercher cette image, parce qu'on n'a pas le bon fichier. Cette image, elle est aussi profondément banale. Enfin, en vrai, elle l'est pas, mais ce qu'elle montre, c'est-à-dire une pièce vide, ça c'est banal. Et sur internet, trouver une image spécifique de pièce vide, c'est quasiment impossible. Le fait que tout est anonyme fait qu'on n'a personne à contacter, et donc c'était peine perdue.
Pendant des années, des gens ont spéculé, pensant d'abord à une annonce qui s'est retrouvée quelque part sur internet. Il y avait aussi des rumeurs qui disaient que c'était l'arrière d'un magasin de la marque Sears. Des gens ont sorti aussi cette image en disant que c'était probablement le lieu où avait été prise la photo, jusqu'à il y avait des pièces jaunes. C'était un véritable bordel. Puis après, il y a des gens qui ont commencé à s'organiser. Ils ont regardé la photo, mais genre vraiment regardé la photo. Marquer chaque élément possible, essayer de déterminer le type de lampe utilisée, ils ont essayé de mesurer la taille de la pièce, dézoomer pour essayer de comprendre la géométrie de l'espace, ils ont cherché des infos sur les papiers peints, les caméras utilisées, essayer de dater la photo avec des éléments qu'on trouvait dedans, essayer aussi de la placer géographiquement en fonction des conventions de construction et des lumières, puis ça a mené à rien. Du moins à pas grand chose quoi. Puis l'année dernière, il y a un utilisateur nommé Sam Elliott qui va un peu analyser le nom du fichier image trouvé sur le post de 2018, c'est-à-dire le premier, pas celui qui a donné naissance au mythe des backrooms, mais le premier le plus vieux qu'on connaissait, et il va spéculer que cette image se déplaçait déjà sur 4chan autour de 2012 en regardant un peu le formatage du nom du fichier. Il va donc passer un temps fou à écumer des milliers et des milliers d'archives 4chan datant d'entre 2010 et 2012 en cherchant une image qui fasse 640 pixels par 480 et qui pesait 62 kilobits. Vous vous dites déjà que c'est concrètement chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais maintenant dites-vous que toutes les archives, et je dis bien toutes les archives 4chan de cette période-là, sont cassées. Et que donc seules quelques informations sont disponibles sur celle-ci. Mais les images de cette époque, des archives de cette époque, ne sont quasiment jamais visibles. Elles n'ont jamais été archivées. Donc ce mec va chercher des images pendant des heures et spéculer lesquelles pouvaient être un repost de l'image des backrooms uniquement avec des informations de contexte. Et ensuite il va prendre tous les potentiels posts qui pouvaient contenir cette image et les mettre dans une liste en espérant que des gens savent quoi faire d'une liste d'images impossible à lire et perdue. Et là il y a une autre personne qui va arriver dans l'équation, c'est une utilisatrice du Discord de recherche qui s'appelle Serara, qui va regarder cette liste de posts et elle va avoir une idée. Sur internet, il existe un truc qui s'appelle un code hash, ou image hash. C'est un code qu'on va associer à une image qui est unique à un fichier et qui sert à identifier une image de site en site. Donc Serara va analyser chacun de ces threads envoyés par Sam Elliott et chercher lesquels avaient des image hash associés. Elle va ensuite prendre ces hash et chercher dans plein d'archives 4chan si d'autres posts avaient des hash correspondants en espérant tomber sur un thread où l'image était encore disponible. Elle va passer plus de 150 heures à faire des recherches, à lancer des programmes pour comparer ces codes hash et à un moment, alors qu'elle commençait à ne plus y croire, elle va avoir un résultat positif. Une archive d'un site compilant des archives de 4chan appelé 4plebs sur le board de 4chan dédié à la télévision. Bingo, la photo était là. On venait de trouver un post de l'image des backrooms datant de 2011. C'était incroyable, enfin une avancée. Et donc peut-être qu'on avait enfin accès à une image non compressée, une image originale de l'image des backrooms. Mais déçois pas. Évidemment, elle n'a pas été archivée. Mais alors qu'on pourrait baisser les bras, un détail était important. Le nom du fichier. C'était pas le même que les deux autres fois où l'image avait été postée. Discord. DSC00161.jpg. Et ce nom, il est pas anodin du tout. DSC00161, c'est un titre d'image au format DSC, et c'est exclusivement utilisé par des caméras digitales de la marque Sony. Donc des gens vont se mettre à chercher le nom du fichier sur internet, sur des banques d'images, des réseaux sociaux, des sites de location, etc. etc. Et alors que tout le monde cherchait, un utilisateur du nom de Perditus Redux va avoir l'idée bizarre de chercher ce nom sur Twitter, et non pas sur d'autres endroits plus logiques. Et il va tomber sur un truc incroyable. Quelque part sur Twitter, il y a un utilisateur du nom de RKFG-me qui le 19 mai 2019 avait trouvé le fichier source et s'était passé inaperçu parce que les gens cherchaient pas à cette époque-là. Au tout début de l'expansion des backrooms, quelqu'un avait trouvé l'origine du truc. Une des clés de la solution de l'image était sous notre nez et personne ne l'avait vu. Si on clique sur le lien de son tweet et qu'on le met dans la Wayback Machine, on trouve l'image originale des backrooms. Et cette image est donc bien l'original. Et donc, si on a l'image originale, l'étape suivante est plus que simple. On prend le site d'où vient l'image,
hobbytownoshkosh.com, on va sur Wayback Machine et on va le plus loin possible en arrière pour trouver des infos sur le business qui a créé la photo. Les gens vont se rendre compte qu'il s'agissait d'une entreprise, plus particulièrement d'un magasin qui fait partie d'une chaîne de magasins, appelée Hobbytown. C'est une chaîne qui est dédiée à créer des milieux communautaires, événementiels et des points de vente centrés sur des hobbies très particuliers. Et en l'occurrence, celui de la ville d'Oshkosh au Wisconsin, à qui appartenait ce site, a une branche de ses activités centrée sur le hobby des voitures télécommandées. Vous sentez bien le truc qui va ruiner le mystère des backrooms, voilà. Vous le sentez venir. Les gens du Hobbytown de la ville de Oshkosh construisent des circuits où des passionnés peuvent organiser des courses de voitures téléguidées, des concours et acheter des pièces pour en créer. Me dis pas le truc. C'était censé être un circuit de véhicules télécommandés. Soi-même. Sauf que si on va dans les archives du site, qu'on retourne à peu près en 2006, qu'on clique à gauche sur RC Racing et qu'on reclique à gauche sur Revolution Raceway, on tombe sur une page du site datant au plus vieux du 2 mars 2003. Cette image parle d'un projet de circuit pour voitures télécommandées appelé le Revolution Raceway, qui était en voie de construction. Et on remarque qu'aucune image n'a été enregistrée sur cette page, à l'exception de 2 images. Et c'est comme ça que le 30 mai 2024, l'utilisateur Xaft a trouvé le lieu et la date où avait été photographiée l'image des backrooms. Le 2 mars 2003, aux États-Unis, dans le Wisconsin, dans la ville de Oshkosh, dans le Hobbytown, au 807 Oregon Street. La première récompense de ceux qui ont fait les recherches, c'était d'avoir une deuxième photo de ce à quoi ressemblaient les backrooms à l'époque. Mais sur le moment, beaucoup de gens étaient très frustrés de savoir que énormément d'images n'avaient pas été sauvegardées lors de l'archivage. Sauf que quelques temps après, des gens ont contacté Bob Mazza, qui est le gérant du Hobbytown de Oshkosh. Et celui-ci a partagé un maximum d'informations et plus d'une centaine de photos d'époque, nous montrant l'intégralité du bâtiment lorsque celui-ci était vide aux alentours de 2002. Il donne également plein d'autres informations, des archives du site et même l'appareil photo qu'il a utilisé pour prendre la photo. Mais il y a vraiment cette vibe des photos que les gens... j'ai oublié comment ça s'appelle. J'ai oublié comment ça s'appelle, mais c'est vraiment la même vibe. Il n'y a plus aucun mystère. Et vous pouvez scroller dans ces photos et vous balader à l'intérieur du bâtiment qui, un jour, deviendra l'un des plus mythiques de l'histoire d'Internet. C'est incroyable comme histoire. C'est une histoire de Lost Media que je trouve sensationnelle. Mais quand j'ai appris ça, quand j'ai appris que les gens avaient retrouvé enfin l'origine de l'image des backrooms, j'ai eu peur que ce soit le dernier clou dans le cercueil de cet univers. Ce mystère pouvait les maintenir en vie, les backrooms. Et si le contenu autour de cet univers est aujourd'hui moins intéressant qu'avant, on pouvait au moins se rassurer en se disant que ça allait pas partir car il restait toujours ce mystère. Et du coup à ce moment-là, j'ai eu peur que les backrooms soient mortes. Est-ce qu'on peut répondre à cette question finalement? Est-ce que les backrooms sont vraiment mortes? Je pense avoir trouvé une réponse à cette question. Et elle tient dans un détail qui m'a fait tiquer. Il y a quand même beaucoup de gens, encore aujourd'hui, qui s'inspirent du style de Kane Pixels pour faire leur propre version des backrooms. J'ai même trouvé de super vidéos du youtubeur Kaufman qui fait des vidéos sur les backrooms situés dans des années nostalgiques, comme 2005, 2002, etc. Et qui essayent non pas d'imiter une esthétique VHS, mais une esthétique digitale du début des années 2000, avec des idées hyper créatives de bugs de l'espace. Ah ouais, c'est bien fait. Des environnements fascinants. C'est super stylé. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais déjà vu ça. Pas les vidéos, mais ce truc-là, ce phénomène. L'idée de s'inspirer d'une série qui change tous les codes de l'horreur sur YouTube pour refaire à sa sauce le même format pour raconter autre chose. Il y avait des indices un peu partout dans la vidéo, mais je pense que les backrooms sont le nouveau Slenderman. Et c'est un truc de fou à quel point ça colle bien. Moi je sais que ça m'a pas mal retourné le cerveau quand j'ai eu cette idée en fait, mais ouais, clairement les backrooms c'est le nouveau Slenderman. Les backrooms et Slenderman, c'est deux creepypastas qui ont pour origine une image, à laquelle on associe une courte histoire facile à diffuser. Les deux sont dans des esthétiques en vogue à l'époque, pour les backrooms c'est l'esthétique cursed et liminale, pour Slenderman c'est la creepypasta de monstres dont un représentant était notamment le Rake. Des tonnes de gens au début vont construire à partir de cette image et cette histoire et rajouter leurs éléments au lore, raconter leurs histoires avec des nouvelles images et lentement le même va se propager dans une niche. Puis quelqu'un va créer une série sur YouTube. Une série novatrice sur énormément de points qui va changer drastiquement la manière de raconter l'horreur sur internet et qui va devenir virale.
Pour les Backrooms, c'est la série de Kane Pixels. Pour Slenderman, c'est Marble Hornets. Une série qui, certes, a commencé 10 jours après les premiers montages photos, mais qui va devenir un phénomène viral dans les 2 ans après ses démarrages. Alors que le phénomène se propage, des tonnes de créateurs indépendants vont s'inspirer des créations de cette série qui définitivement est en train de changer les codes de l'horreur sur internet et qui devient virale à cause de ça. Pour les Backrooms, on a tous les gens talentueux qui ont créé leur propre version des Backrooms dans un style Kane Pixels, et pour Slenderman, on a toutes les séries du Slenderverse, des tonnes de séries qui s'inspirent de Marble Hornets pour raconter en found footage la descente aux enfers d'un personnage principal qui tombe sur la créature. Et dans les 2 cas, c'est des gens talentueux qui s'approprient les codes pour faire des versions moins virales de la série de base, mais tout aussi importantes pour le développement de la créature. Puis dans les 2 cas, à un moment, il y a un développeur de jeux vidéo qui va tomber sur la série, qui va être inspiré et qui va créer un jeu moyen, mais qui a des mécaniques très mémorables et qui s'inspire très ouvertement de la série, mais aussi un peu des créations de fans sur internet. Pour les Backrooms, on a Escape the Backrooms qui utilise ouvertement toutes les idées de Kane Pixels, mais qui insuffle le modèle 3+. Pour Slenderman, on a Slender the 8 Pages qui incorpore plusieurs lieux de la série Marble Hornets, le tunnel, l'hôpital et la forêt, et surtout qui amène le concept des pages qui avait été inventé par Marble Hornets, mais en gardant un Slenderman avec des tentacules, ce que la série Marble Hornets a toujours refusé de faire. Dans les 2 cas, le jeu il va devenir très célèbre et il va être joué par toutes les célébrités du moment sur internet. L'un s'est propagé à travers des let's play et l'autre en stream, et ça va mainstreamiser le phénomène et créer plein de copies de ces mêmes jeux. Après ça, le phénomène va dépasser internet, et le tout va devenir par la force des choses et par effet de surexposition un énorme mème, une sorte de blague. Le truc ne fait plus vraiment peur et les gens s'en moquent. Puis après ça, le temps passe. Et pour les Backrooms, on ne sait pas ce qui arrive. Mais pour Slenderman, s'il ne fait plus aussi peur qu'avant, il est dans l'inconscient collectif. Dans la vidéo d'Inoxtag, ça parle du Slenderman. On voit le Slenderman, alors que Inès, comme moi, il avait 7 ans quand le mythe a commencé. Internet a, par la force des choses, créé un mythe qui s'est propagé et maintenant c'est un élément du folklore. Les gens s'en souviendront car il sera passé de génération en génération. Et est-ce que c'est ce qui va se passer avec les Backrooms ? Je pense. Mais je pense que ça sera également un peu amoindri. Le Slenderman, c'est un monstre, c'est un truc physique qui en plus est super facile à représenter ou à faire en costume. Maintenant, essayez de faire un costume des Backrooms à Halloween, et j'avoue que vous allez peut-être un peu galérer. C'est pour ça la combinaison hazmat en fait. Parce que c'est plus facile de faire un costume. En effet, je pense que c'est pour ça que l'image originale s'est souvent faite obscurcir par l'image des gens en combinaison hazmat ou celle des nombreuses entités. Les gens ont besoin d'un truc humanoïde auquel ils peuvent associer le mythe, car c'est plus facile à reproduire. Mais en même temps, je pense que les Backrooms peuvent survivre aussi à travers un autre truc. La phrase Putain, on dirait les Backrooms. que vous avez peut-être dû entendre à un moment, peut-être si vous avez des gens qui sont intéressés par les mêmes sujets. Cette phrase-là, elle peut aider parce qu'il y a 1000 endroits qui ressemblent à ce concept. Et dans la tête de beaucoup de gens, c'est inconsciemment un synonyme d'espace liminal. Je pense que c'est ce qu'il va se passer. C'est que le Slenderman sera aux créatures d'horreur, ce que les Backrooms vont devenir à l'architecture. Et là, on arrive vers la fin de la vidéo. C'était la fin de la dernière vidéo sur les Backrooms de cette chaîne. Sauf qu'en vrai, non, je pense pas. Je pense pas que ce sera la dernière. Mais ce sera la dernière qui parlera des Backrooms en général. Je pense faire par exemple une grosse vidéo qui revient sur toute la série des Backrooms de Kane Pixels quand elle sera terminée. Peut-être que même je ferai un short ou une vidéo lorsque le film de Kane Pixels va sortir. Mais voilà, ça fait bizarre. C'était une grosse étape. J'ai été associé à ce machin pendant des années. Et ça fait bizarre de clore ce chapitre en fait. Ça m'a fait plaisir les Backrooms. C'était marrant tant que c'était là. Maintenant, ça a plus le même effet, et je suis content de voir que tous les signaux mènent à ce qu'elles ne disparaissent plus. Donc si vous voulez ma réponse finale, je trouve pas que les Backrooms sont mortes. Je pense qu'elles vont survivre. Par contre, elles finiront, comme le Slenderman, à ne plus faire peur à personne. C'est un problème. Merci beaucoup d'avoir regardé ce Findings. Je sais que il va pas plaire à tout le monde parce que voilà, il y a des gens qui vont le trouver chiant à en crever, mais moi c'était un peu intéressant. C'était presque une sorte de Findings hors série. Je sais toujours pas si je vais le mettre en Findings normal ou en Findings hors série, mais voilà, c'est un Findings particulier. C'était intéressant de revenir sur ce sujet une bonne dernière fois et surtout de parler de la plus grande trouvaille de Lost Media de l'année dernière. Ça fait bizarre, hein. Ça fait bizarre que ce soit fini. Ça fait trop bizarre que de se dire que j'en parlerai plus quoi. Enfin sauf peut-être des trucs de Kane Pixels, mais Kane Pixels fait des trucs maintenant qui dépassent même ses inspirations. Merci beaucoup de m'avoir suivi pendant autant de temps et j'espère que vous continuerez à me suivre parce qu'il y a des belles choses qui arrivent par la suite. À la prochaine. Frère, merci beaucoup Felda pour cette vidéo magnifique. J'ai rien d'autre à dire. Ça fait un peu bizarre aussi que ça soit terminé. En vrai, je préfère quand il y a vraiment un mythe autour.
Quand j'ai trouvé la photo, je me suis dit, ah, frère, de base, c'est un truc qui est censé faire peur, mais c'était un arrière-boutique de jouets télécommandés. Ça fait bizarre, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, mais en tout cas, les frères, je pense que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Je mettrai la chaîne de Feldup et le lien de la vidéo en description. Sinon, les frères, ciao.